Bonjour à tous et bienvenue à Débat de presse nommé le 21 janvier dernier par le président du Faso. Le Premier ministre Christophe Joseph-Marie Dabiré a formé son gouvernement le 24 janvier. Débat de presse fait une édition spéciale sur ce nouveau gouvernement, émission au cours de laquelle vous aurez des commentaires des journalistes sur la composition du gouvernement Dabiré, des analyses sur les départs et les arrivées au sein du nouvel exécutif. Vous aurez également l'opportunité d'entendre les commentaires des invités sur les réactions de la classe politique. Enfin, nous parlerons des défis de la nouvelle équipe gouvernementale. Alors, pour discuter de tous ces points, je suis en compagnie de 4 invités, de 4 journalistes donc, de la presse nationale. Nous avons sur ce plateau avec nous Boukari Woba de Mutation. Bonjour. Bonjour Sayon. Yacinthe Sanou de Omega FM est avec nous. Bonjour. Bonjour Sayon. Alors nous avons également avec nous Paul Miki Wamba de Waka FM. Bonjour. Oui, bonjour Sayon, bonjour à tous. Juvenal Sommet de infowakat.net est également avec nous. Bonjour. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Alors, la semaine qui s'achève a été riche en actualité nationale. Lundi, les Burkinabés découvrent le nom du nouveau Premier ministre en la personne de Christophe Joseph-Marie Dabiré. Et 3 jours plus tard, la composition du gouvernement, c'est un gouvernement de 32 membres avec 9 départs et 8 arrivées. Vous avez suivi donc cette actualité. Woba, comment vous trouvez ce nouveau gouvernement par rapport au dernier gouvernement de Paul Kaba-Thiéba? Y a-t-il eu vraiment un changement? Je pense qu'il y a forcément un changement. Il y a un changement, peut-être qu'il y a des Burkinabés, il y a certains qui s'attendaient à d'autres types de changements, pour ne pas dire à une démission totale de l'équipe qui était là et de faire monter une autre équipe, ce qui n'a pas été le cas. Les changements que moi je note qui sont des changements importants ne sont pas du fait du nombre de départs, mais plutôt de la qualité des personnes qui sont parties et aussi de la qualité des personnes qui ont fait leur entrée. C'est ainsi que c'est quand même des changements importants lorsque dans un gouvernement du MPP, donc du trio RSS, on en vient à enlever quelqu'un comme Simon Compaoré et à enlever le secrétaire général du parti. J'estime que c'est des changements assez importants. Assez important. On va en venir, oui. Alors, Yacinthe. Oui, je pense que dans la forme, pour parler du contenant, il y a eu, on a repeint la façade même de certains ministères. On a vu un peu une certaine orientation. On peut présumer que c'est une nouvelle orientation qui est donnée à ce nouveau gouvernement. Lorsqu'on voit le ministère de l'administration territoriale érigé en ministère d'État avec la cohésion sociale qui est associée. On a le ministère de la Femme qui désormais est également le ministère de l'Action humanitaire. On a le ministère de l'Éducation qui désormais va faire la promotion des langues nationales et également le ministère de la Jeunesse qui est chargé désormais de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Ce toilettage, en tout cas fait au niveau de la façade du gouvernement, donne un peu l'orientation qu'on veut impulser à travers ce remaniement. Maintenant, comme on l'a dit, on va certainement l'aborder en profondeur. Pour ce qui est du changement du contenu, pour ne pas parler des hommes, je ne trouve pas qu'il y ait eu une grande différence, en tout cas entre ce gouvernement-là et celui précédent. On a changé ne serait-ce que quelques hommes. C'est vrai que le plus attendu était notamment à la sécurité et à la défense, et c'est fait. Mais en attendant donc de pouvoir juger la pertinence des choix opérés, et bien sûr, je pense qu'on va l'aborder. D'accord. Alors, est-ce que vous partagez, Paul Miki, l'avis de Yacinthe? Oui, je partage son avis en partie. Je pense effectivement qu'il s'agit d'un petit remaniement ministériel qui a consisté justement, de mon point de vue, à répondre à un certain nombre d'aspirations des Burkinabés et qui avaient justement des soucis avec la sécurité, des soucis également avec la cohésion sociale, la question également de l'autorité de l'État, et j'en oublie. Et lorsque on a annoncé justement la démission du gouvernement, d'ailleurs vous vous rappelez certainement que c'était une démission qui était dans l'air du temps au regard justement de la situation d'insécurité que le Burkina traversait. Donc en attendant un nouveau remaniement, tous les regards étaient rivés évidemment vers le département en charge de la sécurité et de la défense. À ce niveau, vous aurez constaté qu'il y a eu effectivement des changements. Donc à mon avis, en tout cas, c'est déjà
un point positif. L'autre aspect important, effectivement, c'est qu'on constate effectivement la sortie du gouvernement d'un certain nombre de personnalités qui étaient politiquement engagées, politiquement marquées, si vous voulez, à l'intérieur du parti au pouvoir. À titre d'exemple, on a Simon Compaoré dont parlait Ouba. On a également Clément Sawadogo qui était le secrétaire général, qui est le secrétaire général du MPP. Nous avons également un certain Dr Smaïla Ouedraogo qui est très actif politiquement. Toutes ces personnalités ont quitté pour répondre à une certaine aspiration des Burkinabés qui voudraient donc à la tête de ce département des technocrates qui soient moins bavards, qui soient beaucoup plus actifs que bavards sur le terrain, etc. Donc je pense que grosso modo, c'est un gouvernement qui répond aux aspirations des Burkinabés, en tout cas aux critiques formulées par l'opinion publique et par l'opposition politique. Mais toujours est-il qu'il faut attendre encore de voir ce nouveau gouvernement au pied du mur pour pouvoir faire les meilleures critiques. D'accord. Alors, vous avez parlé de petits remaniements. Est-ce que c'est comme ça que Sommet voit les choses? Merci. Moi, j'apprécie ce changement à deux niveaux. D'abord, dans la forme et dans le fond. Du point de vue de la forme, est-ce que ce remaniement était pertinent? Oui, je m'inscris évidemment en droite ligne de ce que mes autres confrères ont dit. C'est un changement qui était attendu, qui était suscité même par l'opinion, parce que il faut le reconnaître, ce gouvernement Paul Kaba était arrivé à ses limites objectives. Le Premier ministre n'avait quasiment plus de répondants. Les ministres, ça allait dans tous les sens. Il y avait une communication désordonnée. Un ministre dit aujourd'hui une chose, demain un autre dit le contraire. Vraiment, on avait le sentiment que ce gouvernement était essoufflé et qu'il y avait un besoin, évidemment, de relance pour donner, évidemment, une nouvelle impulsion à la dynamique de l'action publique. Donc, de ce point de vue, je pense que c'est un remaniement qui, comme je l'ai dit, était attendu. Maintenant, dans le fond, est-ce qu'il répond aux attentes des uns et des autres? C'est difficile à dire. Il y a des surprises en termes de départ, en termes d'arrivée aussi. Bon, entre ce que l'opinion veut et ce que le président qui a été élu recherche lui-même en termes, évidemment, d'action, je pense que, de mon point de vue, on a essayé de faire une sorte de... Je dirais, on a coupé un peu la poire en deux, en essayant de faire un peu... faire entrer du sang neuf, mais en gardant un peu certains anciens. On verra bien ce que ça va donner en termes de résultats, mais je pense que grosso modo, il n'y a pas ce changement, évidemment, qu'on attendait. On a plutôt je dirais un peu un jeu de chaises musicales à certains niveaux, mais dans le fond, on sent que le président veut garder le cap dans la dynamique, évidemment, de son programme sur lequel il a été élu. D'accord, on va rester sur ces changements. On a vu, vous avez cité des noms, on a Simon Compaoré, on a Clément Sawadogo, on a Jean-Claude Bouda, Smaïla Ouedraogo. Alors, comment vous analysez finalement le départ donc, de ces classiques, si on peut dire comme ça, du MPP? Ouba. Pour Simon et puis Clément Sawadogo, personnellement, je m'attendais à leur départ par rapport à l'énergie même qui, de mon point de vue, manquait déjà à ces deux personnalités-là. Simon Compaoré, c'est quelqu'un quand même qui est suffisamment fatigué, pour ne pas dire lessivé. Il n'y a pas si longtemps que Simon Compaoré était interné dans une clinique. Heureusement, il s'en est sorti et je pense que c'est quelqu'un qui avait besoin de repos. Et c'est ce repos-là qui avait commencé avec sa mise à la disposition du chef de l'État, jusqu'au un conseiller ou un vice-président en tant que ministre d'État auprès de la présidente de Faso, qui fait qu'il n'avait pas de département ministériel en tant que tel à gérer. Je crois que c'était déjà le repos qui s'annonçait. C'est à peu près la même chose avec Clément Sawadogo. Quand vous regardez dans le gouvernement depuis Paul Kaba, Thiéba 1, je crois que s'il y a quelqu'un qui a duré dans le gouvernement, c'est bel et bien Clément Sawadogo. Donc c'est quelqu'un qui a certes de l'expérience, mais il faut aussi compter avec le poids de l'âge, avec la fatigue. Et je pense que Clément Sawadogo avait besoin aussi de ce retrait-là pour se reposer. Et aussi quand on regarde les portefeuilles ministériels qu'il avait eu à gérer en tant que ministre de la Sécurité, et qu'aujourd'hui les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes des populations, je pense que ça ne ferait pas bien de l'enlever au ministère de la Sécurité, puisque ça c'était devenu pratiquement inévitable. Donc ça n'aurait pas, en tout cas de mon point de vue, été une bonne chose de l'enlever là-bas, juste pour le remettre quelque part. Donc si on l'enlevait du ministère de la Sécurité, pour moi ça convenait tout simplement de le mettre à l'écart du gouvernement. Il peut continuer à apporter quelque chose à ce gouvernement. Oui, Yacine veut réagir.
Oui, non, je pense qu'il y a une autre chose qui doit être prise en compte, c'est que on est quasiment à 18 mois des prochaines élections. On a besoin au niveau du parti certainement de répartir sur certaines bases, de relancer la machine. Et ces hommes-là qui étaient dans le gouvernement sont ceux-là qui sont à la tête du parti, donc qui doivent répartir sur le terrain, comme on dit, donc pour relancer la machine en vue de la présidentielle. Donc je me dis que leur mise à l'écart, si on peut l'appeler ainsi, n'est pas une mise au repos, parce qu'ils vont aller au front donc électoral. Ils vont certainement aller au niveau parti pour essayer de le lancer. On sait que 2020, ce n'est pas aussi gagné que ça. Donc il y a certainement des choses à faire. Toujours est-il qu'il y a autant de choses qu'il laisse à faire, et il y a une des promesses du chef de l'État qui n'a pas été tenue dans ce gouvernement, c'est la promesse du quota. On se demande le 8 mars prochain ce que le chef d'État va bien dire aux femmes, parce que c'est le 8 mars dernier qu'il avait promis au prochain gouvernement donc de tenir cette promesse. Ça n'a pas été tenu. On reviendra. On va rester peut-être sur les départs pour voir comment. Alors, Paul Miki, est-ce que vous partagez déjà l'avis de Woba et puis de Hyacinthe sur le fait que peut-être Simon Compaoré et Clément étaient déjà fatigués, et puis il y a le parti qu'il faut gérer en vue donc de la présidentielle qui se profile à l'horizon? Oui, je partage leur avis sur le second volet. En ce qui concerne les aspects politiques, la chose de cette remise en liberté entre guillemets pour s'occuper justement des affaires politiques du MPP. Et par contre, sur la question des fatigues, on connaît un peu le Burkina. On a connu des gens qui, malgré la fatigue, sont restés scotchés à leur poste et tout. Alors, ce que je voudrais dire, si l'analyse de Yassine Sanou est vraie, d'ailleurs, je partage cette analyse également, et en ce qui concerne justement la nécessité d'avoir du sang neuf pour le parti, on peut dire déjà que c'est une nouvelle façon de faire au Burkina, parce que de par le passé, on nous avait habitués justement à des ministres en fonction qui s'occupent également des affaires du parti au pouvoir. Donc, il y avait l'amalgame. D'ailleurs, on avait même pensé au Burkina Faso qu'il fallait être aux affaires pour être politiquement mieux actif, parce que très souvent on confondait les deux fonctions. Alors si on a libéré des ministres du gouvernement pour qu'ils s'occupent des affaires du MPP, je crois que c'est une nouvelle ère en tout cas de la politique, et moi j'apprécie en tout cas cette façon de faire. Maintenant, on attendra de voir quel type de résultat. Maintenant, effectivement, on est à 18 mois, comme Yassine Sanou l'a dit, de la présidentielle de 2020. Le parti au pouvoir a connu des difficultés. Ça, il faut le reconnaître, parce qu'il y a eu quand même des soubresauts au niveau donc du MPP, c'est-à-dire c'est une crise interne. On sait un peu comment les choses se passent lorsque l'on regarde donc les langages tenus par les tenants du parti. Je vais prendre l'exemple de Bala Sakandé dans son discours de Manga. Avant cela, il y a eu quand même des crises du MPP ici à Ouagadougou, dans certains arrondissements, à Bobo Dioulasso, où le siège même du parti a failli être pris en partie, à Ouaïguia également, où le parti a finalement été scindé en deux avec la création des nouveaux partis de la mouvance et tout. Et j'en oublie d'autres exemples. Donc tout cela mis ensemble, et à l'approche de la présidentielle, il aurait fallu effectivement mettre en place une nouvelle organisation du MPP dans la conquête du pouvoir. Mais en même temps aussi, le MPP, en allant à la reconquête du pouvoir, devrait donc présenter un bilan de 5 ans. C'est pour ça que je me dis quand même qu'il y a eu du sang neuf au niveau donc, du gouvernement pour pouvoir améliorer donc, les performances du gouvernement, et question d'aller en campagne pour 2020. Mais tout cela mis ensemble, c'est une bonne chose de mon point de vue, et je ne suis pas d'accord avec ceux qui pensent que des ministres comme Simon Compaoré, Clément Savadogo ont été débarqués, parce que c'est le terme que l'on peut utiliser quelquefois, parce que je vois mal dans le sillage du MPP, quelqu'un prend la décision de débarquer un certain Simon Compaoré et puis aller rester tranquille pour qu'il connaisse le poids politique de ce dernier. Donc, justement, sur ce point, oui? Alors certains analystes aussi disent que le président a voulu peut-être reprendre la main. Selon eux, en tout cas, on a enlevé tous les pro-Salif, et Simon aussi avec son équipe, et le président est comme tout seul maintenant à la manette. Ouais, il faut dire déjà que le MPP, il y a eu un trio fondateur du parti. C'est comme un monstre à 3 pieds. On se rappelle effectivement de Simon Compaoré, de Salifou Diallo et de Roch Marc Christian Kaboré, qui étaient donc les 3 principales têtes à la création du MPP. Et paix à son âme, Salifou Diallo n'est plus. Mais aujourd'hui, on a Simon Compaoré quand même qui a également une certaine base à côté de Roch Marc Christian Kaboré. Donc, de mon point de vue, ce n'est pas du tout facile d'écarter un certain Simon Compaoré et puis aller rester tranquille sur le plan politique au niveau du MPP. Donc c'est pour cela que je dis que Simon Compaoré, en quittant le gouvernement, certainement, on a négocié un compromis pour qu'il quitte, ou bien c'est lui-même qui l'a demandé, sinon
Et aussi bien lui que Clément Savadogo, je me dis quand même que ce n'est pas des gens qui l'on peut écarter comme ça et puis aller rester tranquille, même une décision venant du chef de l'État, encore moins du Premier ministre qui lui est un arriviste, un nouveau en tout cas dans le sillage, pour ne pas dire arriviste. Voilà. D'accord. Bien sûr que le mot arriviste, c'est un lapsus. Alors oui, Woba voudrait réagir très rapidement. On aura peut-être l'occasion de poser la question aux intéressés, même si on imagine qu'ils vont faire dans la langue de bois et ne diront pas les vraies raisons de leur départ. Sinon, aujourd'hui, je crois qu'il faut tout mettre dedans. C'est quand même une conjugaison de facteurs. S'ils avaient du succès au portefeuille ministériel qu'ils occupaient, il n'y aurait pas eu de raison qu'ils partent. Donc la première raison de leur départ, c'est parce que justement les missions qu'on les avait confiées n'ont pas été accomplies. Donc nécessairement, que vous soyez important dans le parti ou pas, qu'il y ait des enjeux électoraux en vue ou pas, si vous ne donnez pas les résultats qu'on attendait de vous, logiquement c'est le départ. Donc il y avait ça. Les autres aspects, moi, je mets dedans effectivement cette fatigue-là. Parce que vous savez quoi, quand on est au gouvernement et dans ce contexte actuel, où vous êtes les ténors du parti, vous êtes à l'intérieur du gouvernement, vous avez la pression plus importante que quiconque dans ce pays. Et quand on est dans le parti et qu'on travaille à reconstruire le parti, à le repositionner pour une conquête électorale, ce n'est pas la même pression. Aujourd'hui, ils seront d'une certaine manière dans l'ombre. Moi, je n'ai aucun compte aujourd'hui à demander à quelqu'un comme Simo Compaoré ou bien à Clément Savadogo. Je n'ai pas de compte à lui demander. Vous allez voir de moins en moins, nous allons parler d'eux sur ce plateau-là. Mais tant qu'ils étaient au gouvernement, tous les jours, nous allons les interpeller et l'opinion va les interpeller. C'est cette pression en réalité qui donne cette fatigue-là. Vous ne dormez pas. Et ça, vous ne pouvez pas tenir. Donc, je pense que nécessairement, ils devaient partir. Maintenant qu'ils aillent s'occuper des affaires de parti, tant mieux pour leur parti. Pour le parti. Et sur le fait que les gens pensent plutôt que le président a élagué en restant seul maître dans le bateau, en enlevant les pro-salifs, par exemple. C'est l'autre aspect que je voulais effectivement ajouter. Je ne pense pas que Roch ait pris ce risque-là. Est-ce que c'est même possible? Je revois cette caricature de Glé qui caricature le MPP comme un tricycle. Donc la roue avant, c'est Roch, et puis vous avez derrière les deux roues, Simon et puis Roch. Imaginez qu'un tricycle, vous enlevez Simon et Salif, pardon. Vous enlevez une des roues. Ça va être difficile. Et d'ailleurs, on a vu, moi je pense que la plupart des difficultés ces derniers moments du MPP sont venues du fait qu'il y a une roue qui est crevée. Donc le décès, la disparition de Salifou Diallo, quand même c'est quelque chose d'important. Et si aujourd'hui Roch se permet de se séparer, en tout cas pas à l'amiable, de quelqu'un comme Simo Compaoré, moi je pense que ce MPP-là ne peut plus progresser. C'est exactement comme un tricycle, puis vous enlevez les deux roues. Donc je pense qu'il y a eu certainement une entente, et puis Simo est allé s'occuper d'autres choses. D'accord, oui, Sommet. Oui, du point de vue des résultats, il est incontestable qu'il y avait, comme je l'ai dit, une pression de l'opinion à la sécurité, à la défense et ailleurs. Il y avait manifestement beaucoup, et les faits sont là pour l'attester, ça fera le troisième ministre de la Défense en 3 ans, si je ne me trompe pas. Ce sera également le troisième pratiquement en 3 ans à la sécurité. Donc, ça veut dire que, évidemment, de ce point de vue, on peut épiloguer sur, évidemment, les questions politiques d'un tel est-il oui ou non en odeur de sainteté avec le président, mais il y a évidemment la réalité que sur le terrain, la question de la sécurité n'est toujours pas résolue et constitue évidemment une question évidemment de grande inquiétude pour les populations. Donc, on peut trouver évidemment je dirais la parade entre évidemment les résultats sur le terrain et évidemment la question politique en permettant évidemment à certains cadres évidemment de continuer à, je dirais, gérer évidemment évidemment être utile hors du gouvernement. L'autre question qui me vient à l'idée, c'est cette question de fatigue. On peut relativiser. La fatigue peut être physique, mais si on veut aller au-delà, il y a des ministres aussi qui devaient débarquer, parce que la physique, je dirais la fatigue aussi, elle vient aussi du point de vue de l'inspiration. Et de ce point de vue, si on veut mettre aussi la question de la fatigue, je vous assure qu'il y a des ministres qui devraient débarquer parce qu'ils ne sont pas physiquement fatigués, mais du point de vue de l'inspiration, ils ne nous ont pas montré grand-chose, évidemment, dans ces années, dans ces mois passés. Donc, il faut relativiser aussi cette question du point de vue, évidemment, physique. C'est vrai que le ministre aussi, Simo Compaoré, a eu des ennuis de santé. Ça dépendra évidemment aussi de sa capacité à pouvoir ou non continuer d'exercer son mandat.
je dis que si on veut aller au bout de la logique, il y a certains ministres aujourd'hui qui n'ont plus leur place dans ce gouvernement parce qu'ils ne nous ont pas montré beaucoup de choses en termes d'inspiration, en termes de résultats sur le terrain. D'accord. Alors, on va rester toujours plutôt sur cette question des départs. On a également donc Jean-Claude Bouda, que tout le monde peut-être avait prédit le départ de Jean-Claude Bouda, si je ne m'abuse, oui. Oui, je pense qu'en tout cas, il y a une fronde de l'opinion pour réclamer le départ de Jean-Claude Bouda, qui a été plus ou moins victime, je pense, de son ton de départ. Parce qu'il faut tenir pour analyser un peu pourquoi l'opinion a demandé le départ de Jean-Claude Bouda. Ce n'est pas véritablement les résultats sur le terrain. Il y a même le discours qui a été tenu au départ, notamment la fameuse phrase « Nous allons terroriser les terroristes » qui a très vite voulu donner le ton donc, de sa prise en main du département de la Défense. Ça n'a pas été le cas et donc très vite, avec tout ce qu'il y a eu comme polémique, donc on a réclamé son départ. Aujourd'hui, véritablement, il paye le prix et des résultats plus ou moins donc mitigés en termes de défense, donc, puisque ce qui est apparent, c'est lorsqu'on a une attaque et lorsqu'on a des morts qui est plus apparent, ce qui est fait comme travail sur terrain, on ne peut pas véritablement les prendre en compte. Donc, il paye et ce discours-là et les résultats véritablement avec l'opinion. Oui. Oui, Paul Mickey. Je pense que je suis d'accord avec Hassan Sanou par rapport à Jean-Claude Bouda. Il a été victime justement de son discours de prise de fonction. Et parce que l'optimisme qu'il a affiché donc, lorsqu'il venait au niveau donc, du ministère de la Défense a été très vite transformé en cauchemar pour les Burkinabés au regard justement des résultats. En tout cas, des multiples attaques terroristes que l'on a connues. Et le Burkina Faso était en crise, est toujours en crise certainement, en ce qui concerne la question sécuritaire. Et sur d'autres cieux, le ministre aurait démissionné de lui-même très rapidement, plutôt que d'attendre justement que son départ soit acté dans le sillage d'un remaniement ministériel. C'est pour cela que vous avez certainement vu que l'opinion publique avait justement demandé à ce que l'on procède à un certain remaniement à la tête des départements de la sécurité et de la défense nationale. Je pense d'ailleurs que l'opposition politique en a fait son cheval de bataille à l'occasion d'une marche populaire ici à Ouagadougou, où publiquement le départ de ces deux ministres avait été réclamé comme si c'était la solution, la panacée justement pour venir à bout de l'insécurité. Donc aujourd'hui, on ne pouvait pas s'attendre justement à un remaniement avec Jean-Claude Bouda toujours à la tête de ce département, idem pour Clément Ouagadougou à la tête du département de la sécurité. Mais moi, je suis quand même étonné de voir qu'il a quitté ce département et qu'il a complètement quitté aussi le gouvernement, parce qu'il faut rappeler déjà qu'avant d'être ministre de la Défense, il était déjà ministre chargé de la jeunesse. Donc, dans un jeu de chaises musicales, il a occupé le portefeuille de la Défense. Aujourd'hui, il aurait peut-être resté au gouvernement sur d'autres portefeuilles, parce qu'on sait également quelle est son influence au sein donc, du MPP ou au sein également de sa région d'origine, qui est le centre-sud. Mais bon, et tout compte fait, comme pour les autres, certainement qu'il va s'occuper d'autres choses. Les prochains jours nous diront effectivement quels vont être les points de chute de ces ministres aux gammes politiques qui ont été enlevés du gouvernement. D'accord. Alors, pour rester sur les départs, il y en a un, en tout cas, qui n'est pas passé inaperçu, celui donc de Rosine Sori Koulibaly à l'économie. Oui, bon, pour moi, Rosine Sori Koulibaly, je ne suis pas étonné, moi, de son départ, parce que moi, je m'attendais soit à ce qu'elle soit nommée Premier ministre ou alors à ce qu'elle quitte le gouvernement, parce que si l'on fait donc on jette un coup d'œil dans le rétroviseur, selon certaines analyses et certaines informations qui n'ont pas été infirmées, Rosine Sori Koulibaly a été amenée au Burkina Faso par le truchement de feu Salifou Diallo, et c'était dans l'objectif d'être Premier ministre. D'ailleurs, son nom avait circulé lorsqu'il était question de nommer un Premier ministre en janvier 2016, rappelez-vous, mais elle n'a pas réussi à occuper ce portefeuille, certainement à cause de certaines considérations politiques, et Paul Kabat-Cheba est venu lui ravir la vedette, et elle s'est contentée, entre guillemets, du département de l'économie, des finances et du développement. Et en plus également, des informations qui nous parviennent, elle était d'un certain niveau où elle survolait d'ailleurs les débats au niveau donc, des travaux du Conseil des ministres et tout. Donc pour moi, elle est un peu hors gabarit, si vous voulez. Je ne suis pas en train de mettre en doute ses compétences, donc il aurait fallu effectivement qu'elle cède sa place. Mais l'autre aspect également, ce sont les soubresauts qu'elle a eu avec le personnel du ministère de l'économie, des finances et du développement. Vous savez certainement qu'elle n'est pas aimée et par ses collaborateurs du département, même si beaucoup de gens, beaucoup de Burkinabés ont aimé effectivement le courage qu'elle a eu pour impulser les réformes au niveau de ce département. Alors le fonds commun et les crises
multiples au sein donc, de ce département, peut-être ont eu peut-être raison d'elle, finalement. Oui, en partie, on ne peut pas dire quand même que quelque part ça n'a pas joué. Parce qu'aujourd'hui, ce dont le gouvernement a besoin, c'est sans doute de la tranquillité. Et si déjà vous avez dans le gouvernement des gens qui ne sont pas en odeur de sainteté, ou en tout cas c'est carrément à couteau tiré avec pratiquement tous leurs collaborateurs, ça pose problème. Donc de ce point de vue, Madame Rosine Sori Koulibaly, qui avait des réformes importantes, mais en tout cas qui ne faisait pas consensus, donc elle voulait mettre en œuvre, elle était arrivée à un point de blocage et peut-être cela a pu justifier son départ. Maintenant, la question du Minefin n'est pas réglée parce qu'elle était quand même sur des chantiers qui apparemment semblaient importants pour le régime actuel. Est-ce que celui qui le succède érige de ces chantiers-là, notamment de ces réformes qui avaient été annoncées, ou bien la personne vient avec un autre agenda? Nous attendons de voir. Parce que si effectivement on vient pour remettre en tout cas en selle ce que Rosine avait entrepris, sans doute qu'en réalité on a changé de personne, mais on n'aura pas changé grand-chose parce que ce sera toujours les mêmes problèmes. On attend de voir ce que son successeur va faire. D'accord. On va parler, oui, de Hyacinthe très rapidement. Sur Rosine, bon, c'est vrai que c'est le débat qui fait le plus de vagues, mais moi j'attends toujours que l'on puisse mieux m'expliquer en fait ce qu'elle a pu apporter, à part ce que les uns et les autres ont souligné, de mieux en termes de ministre de l'économie et des finances. Aujourd'hui, on parle de fonds communs, mais c'est elle qui a signé les 55 milliards qui elle, Paul Kabatieba qui est également économiste et Roch Kaboré qui est également économiste, qui ont contribué à faire exploser ce fonds commun aux 55 milliards. Sous elle, il y a l'augmentation du prix du carburant. Même si elle n'est pas la plus comptable. Je cite grosso modo les différents aspects qu'on peut apporter au débat. Il y a cette hausse du prix du carburant, notamment sous elle, mais également tout ce qu'il y a comme mouvement qui ont grippé la machine du bénéfice. C'est vrai qu'on a souligné le courage dont elle a fait preuve. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut retenir? À part que peut-être des prochains jours, les problèmes de réseau qu'on avait au niveau des impôts vont se résoudre comme par hasard avec Lassane et Kaboré. Donc je me dis, quelque part, il faut relativiser en tout cas certaines choses. D'accord. Alors, Sommet, il faut relativiser l'action de Rosine Koulibaly à la tête donc, de ce département des finances. Je pense que tout est dit dans son message qu'elle a adressé évidemment, je crois, à certains de ses collaborateurs et ses partenaires. Elle a fait preuve, à mon avis, d'une grande hauteur d'esprit, en mettant en avant évidemment le fait qu'elle a tenté d'apporter évidemment sa contribution. Et évidemment, elle est arrivée à un point où, évidemment, il était difficile pour elle de continuer, évidemment, sans ce brin de folie dont elle fait question là-dedans, parce que, évidemment, il y avait beaucoup de blocages. Moi, je pense simplement que le chef de l'État, évidemment, a manqué de courage, parce que ces réformes qu'elle a envoyées, je ne pense pas que ce soit des réformes qu'elle ait suscitées d'elle-même et pour elle-même. Je crois que c'est des réformes qu'elle a envoyées justement au nom, évidemment, de la poursuite de l'action publique. Mais à un moment donné, je pense qu'elle a eu le sentiment que derrière, il n'y avait plus de soutien. Voilà. On avait comme l'impression qu'elle était seule face à l'opinion, face à une partie de l'opinion nationale, alors que, évidemment, tout ce qui était fait, de mon point de vue, c'était évidemment au nom, évidemment, du programme du chef de l'État. Souvenez-vous de cette fameuse lettre que le chef de l'État, une maladresse que le chef de l'État lui a adressée. J'ai trouvé que ce n'était pas très élégant de sa part. Donc, de mon point de vue, c'était même peut-être utile, évidemment, qu'elle parte de ce gouvernement et qu'évidemment, on laisse l'action publique se poursuivre. Et évidemment, je pense que c'était, de mon point de vue, la meilleure des choses à faire dans ce contexte, parce que je ne crois pas qu'elle pouvait encore, évidemment, dans le contexte heurté qui était évidemment le sien, qu'elle pouvait continuer sa mission. J'ai ouï dire que finalement, elle avait quitté son bureau du ministère de l'économie, que finalement, elle travaillait, elle a pris un bureau au Premier ministère, et que c'est de là-bas qu'elle travaille. Donc, il y avait, à mon avis, beaucoup de choses qui font que si on veut que les institutions, évidemment, partent de l'avant et qu'on mette à côté les individus, peut-être qu'il faut accepter
malgré sa popularité, que évidemment le nouveau ministre aussi fasse aussi ses preuves à sa place. D'accord. Alors, on va parler des arrivées. Hein. On a l'impression que c'est un seul sujet qui ça va passer assez difficilement, mais l'heure avance. Alors, pour les arrivées, on a peut-être une surprise ou pas, selon vous, l'entrée de Chérif Sy au gouvernement en tant que ministre d'État, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants. Ouba, est-ce que vous avez été surpris donc par l'arrivée de Chérif Sy dans le gouvernement? Je ne suis pas surpris parce que moi, on a commencé à débattre de Chérif Sy depuis qu'il a été nommé haut représentant du chef de l'État. Donc quelqu'un qui est haut représentant du chef de l'État, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut être surpris de l'entrée de cette personne-là au gouvernement. Parce que oui, mais la fonction qu'il occupe, il est ministre d'État et ministre de la Défense, la fonction qui est un portefeuille assez délicat actuellement au Burkina. Aujourd'hui, sauf à dire qu'il faut confier la défense à un homme de tenue, ce que le chef de l'État lui-même avait écarté, sauf que d'une certaine manière, il est en train de revenir sur ses propos. On pourra dire que le portefeuille du ministre de la Défense pourrait venir à toute autre personne, en tout cas, qui d'une certaine manière peut montrer un certain charisme. La preuve est que celui qui précède à Chérif Sy, on ne voit pas exactement sur la base de quoi, effectivement, quelqu'un comme Jean-Claude Bouda, qui donc est passé du ministère de la Jeunesse pour devenir ministre de la Défense, on ne voit pas exactement c'était quoi ses atouts. Je pense que Chérif Sy peut-être ne présente pas beaucoup plus d'atouts, mais on peut partir sur un certain nombre d'éléments que toute l'opinion sait d'ailleurs. On parle de son enfance, quelqu'un qui aurait fait son enfance donc pratiquement parmi les militaires pour avoir eu donc un père militaire, qui connaît certains militaires d'une certaine génération. On parle de son passé assez récent en tant que président du CNT, qui quand même a eu à résister donc au putsch donc, de septembre 2015. On croit que c'était quand même un acte de bravoure. Donc ces éléments-là ont peut-être pu jouer au fait pour qu'il devienne aujourd'hui ministre de la Défense, mais il y a surtout aussi quelque part la confiance que le chef de l'État a placée en lui, parce que je parlais du fait qu'aujourd'hui, avant d'occuper ce poste-là, il était déjà aux représentants du chef de l'État, qui, de mon point de vue, était quelque chose peut-être de plus important en termes de rang, même peut-être que de 2000. Donc, il y a tous ces faits-là. Mais aujourd'hui, on peut juger ces gens-là qu'en attendant de voir réellement ce qu'ils peuvent apporter donc, à cette question assez cruciale qu'est la défense. Et je constate qu'aujourd'hui, s'il y a des ministères pour lesquels, si on vous appelle, vous êtes obligé de réfléchir par deux fois avant de dire oui, c'est bien sûr la défense et la sécurité. Et ceux qui sont à ces postes-là ne sont pas venus, de mon point de vue, pour les honneurs, encore moins pour un salaire. Si c'est ça, ces gens-là peuvent partir dès demain, parce que réellement, le travail qui les attend, c'est des insomnies. D'accord, justement. Est-ce que vous pensez que Chérif Sy a les épaules, en tout cas, pour incarner sa fonction au sein donc, du département de la Défense nationale? Alors, je n'ai pas le portrait robot du ministre de la Défense pour pouvoir juger, parce qu'on n'a même pas de base vraiment véritable, pertinente pour juger de la pertinence du choix de Chérif Sy. Je ne peux pas prendre le fait qu'il soit fils de général comme étant un atout. Tout ce que je sais, c'est qu'il était, notamment en tant que haut représentant chargé des questions de défense et de sécurité, certainement qu'il a pu acquérir une certaine expérience qui lui permettra de souligner, d'aller très vite sur certains dossiers puisqu'il les connaît déjà. Ce que j'attends d'observer, c'est l'orientation. Et déjà dans son discours, je pense qu'on peut décliner un peu certaines orientations de son action à la tête de ce département. Il y a déjà la volonté de réconcilier l'armée, pour ne pas dire tout ce qu'il y a comme forces armées nationales, et la population. Et ça, c'est ce qui nous a manqué ces 3 dernières années. Hormis les exactions commises donc, par l'armée burkinabé contre les populations, il y a ce problème, ce manque de renseignement qu'on a tout le temps donc décrié, qui a découlé du fait du manque de confiance entre nos populations et nos forces de défense et de sécurité. Donc je pense que si dans l'orientation qu'il compte donner au département, déjà c'est pris en compte, et le discours est moins guerrier que son prédécesseur, en tout cas en termes de ton,
dans plus de fonctions. Je pense qu'on est bien parti maintenant pour ce qui est de l'homme. Je ne pense pas qu'il y ait un porteur de robot, comme je l'ai dit, idéal pour un homme. Tout est dans l'action et surtout dans la vision. Et bien sûr, avec les hommes tout autour, il a l'avantage de monter en même temps qu'un nouveau chef d'état-major général des armées, à eux de travailler en tandem pour, en tout cas, les dossiers qu'ils connaissent déjà, pour les faire avancer de façon optimum. Oui. Alors, d'abord, je pense que la rumeur déjà avait coulé sur la nomination de Chérif Sy à la tête du département de la Défense avant même la proclamation officielle du nouveau gouvernement. Donc, pour dire que moi, je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris également parce que c'est un homme, effectivement, quand on jette un coup d'œil dans son passé, il a quand même quelques aptitudes militaires, si vous voulez. Donc, c'est pour dire un peu qu'il avait cette propension justement à gérer ce département. D'ailleurs, qui n'est pas la chasse gardée des militaires, évidemment, parce que c'est un poste politique. On sait, comme Ouba l'a rappelé, qu'il a été fils de général, c'est peut-être de moindre importance, même s'il faut reconnaître aussi qu'il a évolué au niveau des militaires. Il a également fait le PMK, même s'il n'est pas allé jusqu'au bout. Et sous la transition, effectivement, c'est quelqu'un qui, en réalité, a joué un grand rôle. Il a été courageux à un moment donné en tant que président du Conseil national de la transition, notamment avec le coup d'État manqué, dont le succès, un peu le lutte devoir à un certain niveau, parce qu'il a quand même fait de la résistance, même s'il n'était pas officiellement affiché à l'époque. Donc, le plus important pour moi, c'est justement d'avoir un homme engagé à la tête de ce département, et je pense bien que Chérif Sy pourrait donc assurer ce rôle, parce que, comme Ouba l'a dit aussi, le simple fait d'avoir accepté de venir donc à la tête de ce département, c'est un message aussi, parce qu'il est conscient, lui, qu'il y a effectivement beaucoup de soucis avec la défense au Burkina Faso. Les défis sont énormes. On parle aujourd'hui de la lutte contre le terrorisme, mais pour que cette lutte soit efficace, nous savons effectivement qu'il faut travailler à une certaine cohésion au sein de l'armée. Parce que ce que l'on ne dit pas très souvent, c'est qu'il y a justement un manque de cohésion au sein de l'armée, et cela est à rechercher. Les origines de ce manque de cohésion sont à rechercher dans les soubresauts que notre armée a connus récemment, depuis la mutinerie de 2011. Où les militaires s'en sont pris à des civils, ça s'est terminé par une radiation d'un certain nombre d'éléments. Ensuite, on a connu effectivement l'insurrection populaire où les militaires ont eu une certaine cacophonie dans la prise du pouvoir. Rappelez-vous, en tout cas, les bisbilles entre un certain général Lougué, un certain général chef d'état-major général des armées et un certain Yacouba Isaac Zida. On était tous au Burkina. Et après ça, il y a eu également le coup d'État manqué qui était fait également de l'armée burkinabé, le régiment de sécurité présidentielle. Et après, on a balayé ce même régiment. On ne peut pas balayer un régiment comme ça et puis, bon, sans qu'il y ait quand même des bisbilles. À tout cela s'ajoute le procès du putsch manqué. Nous en parlons à longueur de journée, les militaires n'en parlent pas. Si on pouvait donc libérer également la parole au sein de la Grande Muette, peut-être qu'on aurait eu une certaine version. Donc tout ça, c'est pour dire qu'il y a un grand défi pour aussi Chérif au niveau donc de la cohésion au niveau des forces armées nationales, et je suppose évidemment qu'il en est conscient. Maintenant, en même temps, moi également, je me réjouis de ce qu'il a quitté, en tout cas ce portefeuille de haut représentant du chef de l'État qui était pratiquement vide, qui a été supprimé. Et on suppose qu'il ne sera pas remplacé parce qu'aujourd'hui, en tout cas, le portefeuille était pratiquement vide. On a eu l'impression que le chef de l'État avait créé cela juste pour le récompenser. Et lui-même, il était gêné, en tout cas, parce que vous avez vu qu'il n'a pas eu de prise de fonction officielle. Il n'a pas fait de bilan. On n'a pas vu, en tout cas, un certain Sy Chérif parler publiquement en termes de bilan de son rôle de haut représentant du chef de l'État. Donc, c'était effectivement une fonction un peu gênante. Aujourd'hui, il sera beaucoup plus actif. Et je crois bien que lui, en tant que journaliste, il va désormais répondre aux questions des médias. D'ailleurs, il sera obligé de le faire parce qu'on ne peut pas être ministre de la Défense et se taire sur toute la ligne. On ne l'a pas entendu en tant que haut représentant du chef de l'État. Il n'y a pas eu de bilan non plus. Parce qu'il n'y a pas d'obligation à la matière, oui. Sommet. Oui, moi je pense qu'au-delà de la personne de M. Chérif Sy, c'est le résultat qui nous importe. Voilà. Est-ce qu'il sera capable, évidemment, en tant que ministre de la Défense, d'apporter, évidemment, des résultats concrets sur le terrain? Moi, je pense que c'est ça qui devrait être, évidemment, la norme. Et bien entendu, au-delà de lui, tous les autres ministres qui ont été nommés. Moi, je pense qu'il ne faut pas perdre de vue, évidemment, cet aspect. Sinon, on risque, à mon avis, de trop personnaliser la chose. Et après, finalement, on risque, évidemment, d'avoir un peu des espoirs qui vont être un peu douchés parce que la personne, le ministre lui-même, s'insère dans un ensemble qui doit être cohérent, qui doit apporter, évidemment,
de la visibilité, de l'action pour aller de l'avant. Donc, c'est un ministre, évidemment, comme j'ai dit, le troisième en 3 ans. Et je suppose qu'il, évidemment, il a conscience, évidemment, de la difficulté qui sera la sienne, évidemment, au poste de ministre de la Défense. Et je pense que c'est ça, à mon avis, qui doit nous guider plus que la personne même du ministre de la Défense qui, de mon point de vue, doit être relativisé, aussi bien que ce soit un militaire ou que ce soit un civil. Ce qui est important, à mon avis, c'est est-ce que les Burkinabés aujourd'hui, dans les 2 ans ou dans moins de 2 ans qui restent le mandat du chef de l'État, est-ce que les Burkinabés seront rassurés sur le plan, évidemment, de la sécurité et de la défense? Je pense que c'est en cela qu'on va pouvoir juger ou apprécier les résultats de ce nouveau ministre. Oui, à ce propos, nous avons également un nouveau ministre à la sécurité, en la personne donc de Ousseini Compaoré, un colonel de gendarmerie à la retraite. Alors, comment vous analysez donc cette nomination Oui, toujours de la même façon. Je me méfie évidemment de cette trop grande personnalisation du débat. Il faut un sécurocrate à la sécurité. Moi, je pense que si c'était le cas, évidemment, il y a beaucoup d'autres domaines où on serait très en avance. Il faut faire très attention à ne pas évidemment tomber dans ces raccourcis. Sinon, comme j'ai dit, on risque d'être vite déçu. Parce qu'on va trouver encore après que, voilà, finalement, c'était la personne qu'il nous fallait, c'était pas la personne. Donc, moi, je pense que ce qui est important, comme je l'ai dit, c'est ce qu'il est capable d'apporter et éviter, comme le disait Yacine tout à l'heure, de tomber dans les raccourcis du genre, on va terroriser, évidemment, les terroristes, ou on va, voilà, ce qui ne nous apporte pas, évidemment, grand-chose, parce qu'après, l'individu lui-même est rattrapé par le manque des résultats, et après, il y a beaucoup de choses qui lui tombent dessus. Donc, j'espère évidemment que ce nouveau ministre, à mon avis, sera à la hauteur des défis évidemment qui lui incombent actuellement. Oui, autour de Louis Hyacinthe. Alors, à la différence de Chéris, si celui-là, il a véritablement beaucoup plus d'expérience du département qu'il prend en charge. Donc, vous avez dit, il est ancien colonel de gendarmerie, il est magistrat militaire à la tête, il a servi notamment dans certaines, en tant que représentant d'HR dans beaucoup de localités dans la sous-région, notamment au Mali et au Tchad. Il a une certaine expérience et on l'a vu tout récemment lors de certains panels organisés, notamment par certaines organisations de la société civile. Quand il décortiquait le problème sécuritaire, on sentait qu'il avait en tout cas une certaine maîtrise du sujet. Maintenant, c'est ce à quoi on attend le nouveau, ce sur quoi on attend le nouveau chef de département de sécurité, c'est-à-dire que c'est de pouvoir analyser tout ce qu'il y a comme proposition faite certainement par ses collaborateurs, mais en même temps impulser rapidement une action, parce que ce qu'on attend, c'est de sentir véritablement sur le terrain qu'il y a un changement. Il l'a dit lui-même lors de sa prise de fonction, ce qui n'est pas, l'air n'est pas au discours. Je pense qu'il a bien compris qu'aujourd'hui, on n'a plus le temps d'observation, de laisser prendre à bras le corps son département. Il faut très vite agir. On a certains dossiers chauds déjà sur la table qu'il faut régler. Et aujourd'hui, tout ce qu'il y a comme incident terroriste, tout ce qu'il y a comme incident de grand banditisme au Burkina, il faut travailler à les réduire. Donc, je pense que la personnalité de l'homme ici, contrairement à ce que dit Juvenal, peut aider. La personnalité et l'expérience de l'homme peut aider à impulser en tout cas un changement rapide au niveau du département. D'accord. Woba, est-ce que vous partagez l'avis de Hyacinthe? Exactement. J'ai embauché là où il a terminé. J'allais réagir quand Juvenal était en train de terminer. Il ne faut pas quand même banaliser la personne. C'est important. De dire que c'est telle personne qui est à tel poste ministériel. Moi, je sais que dès la formation du tout premier gouvernement Paul Kabatieba, quand on avait si mon ministre de la Sécurité avec tout ce qui s'en suivait, on a eu des appréhensions. Hein? On était quand même sceptique quant à sa capacité à conduire à bien ce ministère-là, qui déjà avait un grand défi, dont la question de sécurité, mais en plus était suffisamment assez large pour ses épaules. Hein, on a taillé le boubou jusqu'à ce qu'on a fini le tissu. Donc c'est quand même important. La personne, ce n'est pas rien. Si on banalise la personne, finalement, c'est comme pour dire que n'importe qui peut être ministre et à n'importe quel poste. Oui, et là aussi, ça ne marche pas. Non, n'importe qui ne peut pas être ministre. Non, justement, les résultats dépendent de la personne. Ça ne dépend pas de la personne. Les résultats dépendent de la personne. Il s'insère dans un gouvernement. Oui. Je vous le dis, il s'insère dans un gouvernement. Oui. Et vous aurez même
vous prenez même un général, vous le mettez à la sécurité, il est là pour mettre en œuvre le programme du chef de l'État. C'est ce que je vous dis. Moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas choisir l'individu en fonction du Juvénal, profil. Comment toi tu peux analyser, si on te propose le déploiement de la gendarmerie sur le territoire national, comment tu peux l'analyser si tu n'as pas une certaine expérience, si tu n'as pas une certaine hauteur qui te permette d'analyser la pertinence de ce qui t'est proposé et une certaine personnalité qui te permet d'imposer quelquefois, même si tu es chargé d'appliquer la volonté du chef de l'État, on sait que tout le monde n'est pas enclin à suivre ce que l'on veut. Il faut une certaine personnalité qui permette d'imposer d'impulser un certain mouvement. Et ça, forcément, la personnalité joue. Oui, mais pas l'individu. Il faut pas tomber dans ce piège qui consiste à dire, la preuve c'est qu'on a un civil au ministère de la Défense. Sinon, on tomberait encore dans ces raccourcis pour dire qu'il faut encore un ministère de la Défense. Donc, alors, on va laisser Wouba poursuivre son idée. C'était juste pour relativiser. Juvénal va maintenant un peu plus loin. Et sur ça, on va se retrouver. Si vous remettez en cause tout le système, on est d'accord. Et le système aussi, il est construit par des hommes. Parce qu'aujourd'hui, il y a cette analyse aussi qui tend à dire que peu importe le gouvernement qu'on va mettre en place, si peut-être le président lui-même ne change pas, on ne va pas changer grand-chose. Donc, vous comprenez. Donc, c'est les personnes même qui construisent même un système. Le système aussi, s'il est bon et que vous prenez des individus, peut-être qui ne vont pas bien conduire le système, ça ne va pas donner grand-chose. Donc, je pense que c'est les deux choses aussi à la fois. On a un bon système, un bon maillage, un bon mécanisme qui fonctionne et on a des hommes aussi qui sont là parce que, comme on le dit très souvent, la bonne personne à la bonne place, c'est nettement mieux. Oui, Paul Miki. Alors moi, je pense effectivement, comme Wouba Yassine, qu'il faut peut-être, en tout cas des spécialistes à la tête de certains départements, peut-être pas tous les départements, mais on a les questions de sécurité et de défense, il ne faut pas les confier, à mon avis, à n'importe qui. Au Burkina Faso, c'est peut-être une erreur très souvent de penser que le ministre, c'est une personnalité politique, il est bien souvent accompagné de techniciens qui vont faire le travail. C'est vrai, quand on prend le ministère de la Sécurité, on va dire le ministre il est au-dessus, mais en bas de lui, il a un directeur général de la police, il a un chef d'état-major général de la gendarmerie, il a en tout cas des spécialistes qui font le boulot. Mais en réalité, lui-même, il doit être, à mon avis, imprégné. Donc, c'est pour venir pour dire effectivement que le choix de Ousseini Compaoré est un choix, de mon point de vue, judicieux parce qu'il est du domaine et les défis qui l'attendent également, certainement, il les connaît à la tête du département de la sécurité. Rappelez-vous, sous la transition, un certain Michel Kafando, en tant que président de la transition, il ne connaissait pas grand-chose dans l'armée. C'est un diplomate et il a eu des difficultés à un moment donné lorsqu'il était question, effectivement, des événements qui ont émaillé la transition avec tous ces remue-ménages au sein de l'armée. À chaque fois, il était mis à l'écart. Et après, il revenait donc prendre lorsque la tempête passe sans rien comprendre, en tout cas, de ce qui s'est passé. Parce qu'à l'époque, Yacouba Isaac Zida, en tant que militaire, gérait donc les affaires avec les autres militaires, ces crises et tout. Donc, il a eu du mal, en tout cas, à s'imposer au niveau donc de l'État du Burkina, parce qu'il y avait un certain Zida qui lui faisait d'ailleurs ombrage, parce que les affaires étaient plutôt militaires. Donc, pour la question de la sécurité, en tout cas, c'est bon que ce soit un spécialiste. Je me dis quand même que lui, Ousseini Compaoré, effectivement, gendarme à la retraite, comme vous l'avez dit, il a une certaine expérience, même s'il a passé 23 ans hors du Burkina Faso. Il connaît le pays, il a dit qu'il est 100% burkinabé. Cela suppose effectivement qu'il a une certaine connaissance de la question sécuritaire du Burkina. Et Dieu merci, il va travailler en tandem avec un certain Si Chérif dans le cadre justement de la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso. Lui, certainement, il n'est pas un militaire parlant de Si Chérif, mais on a parlé tantôt de lui. Il peut donc, à mon avis, jouer ce rôle-là. Donc, on attend ces deux personnalités au pied du mur, comme ils le savent très bien, en attendant d'avoir une lettre de mission du chef de l'État, parce que ça aussi, c'est un faux fiant. Quand on dit très souvent que l'on attend la lettre de mission avant de se prononcer, rappelez-vous, Simon Compaoré l'a dit lorsqu'il avait pris le ministère d'État chargé de la présidence, à la présidence du Faso, jusqu'à ce qu'il quitte, on n'a pas vu exactement ce qu'il a fait. On n'a pas vu la lettre de mission. Donc, en réalité, la lettre de mission, tout le monde la connaît déjà. Et en attendant que ça soit mis sur papier, tous les Burkinabés savent très bien ce qu'il faut faire. En tout cas, ce qui est attendu de ces deux ministres-là. Donc, Ousseini Compaoré, Dieu merci également, il n'est pas bien connu des Burkinabés qui ont certainement la critique facile, parce que si c'était un acteur politique, on allait tout de suite aller fouiller dans son passé pour dire qu'il a fait telle ou telle chose. C'est un spécialiste, peut-être discret, pas très bien connu, donc il a attendu au pied du mur. Ça passe ou ça casse avec lui. Si ça passe, ce sera son honneur. Et si ça casse aussi, ça sera son déshonneur parce qu'il
il était déjà à la retraite. Il a accepté de venir, donc il connaît un peu le danger qu'il court. D'accord. Alors, on va aller très rapidement sur les réactions des partis politiques. Alors, selon Edi Komboyogo, qui s'est exprimé à la suite donc, de la nomination de ce nouveau gouvernement, alors, pour lui, en tout cas, l'opposition s'attendait à une ouverture. Donc, et finalement, elle n'a pas été consultée. Alors, quel commentaire vous inspire donc cette sortie d'Edi Komboyogo? Non, je pense que déjà, avant d'analyser ce commentaire particulier, il y a ce sentiment-là que moi j'ai, c'est qu'il y a un patient qui était malade à un moment donné, le médecin était absent, le patient guéri, le médecin vient maintenant pour critiquer la posologie qui a été appliquée. Alors, il y a eu une semaine de flottement au Burkina où on n'avait pas de gouvernement, dans un état sous-état d'urgence, où l'opposition n'a rien trouvé à redire. Il a fallu maintenant mettre en place une nouvelle équipe pour qu'on vienne, critiquer voilà, les uns et les autres. Pour ce qui est du commentaire d'Edi, je pense que ça rentre dans la même gamme que cette espèce de piège qui est tendu par l'opposition au chef de l'État. Il y a cette question qu'il faut un homme de tenue donc à la défense, qui est donc qu'on essaie de lui imposer, parce que c'est une promesse qu'il a prise. Il y a aussi cette question de l'amener à faire un gouvernement d'ouverture, si tant est qu'aujourd'hui, politiquement, il n'en a pas besoin pour l'instant. Mais ça dit que c'est de l'amener dans le débat, d'amener cette question dans le débat, alors qu'elle ne se pose pas. Donc je prends véritablement ces réactions sur l'angle du piège qui est tendu par l'opposition. Il y a aussi cette question d'anciens ou nouvelles personnes donc, qui ont travaillé avec Blaise Compaoré. Il est difficile aujourd'hui dans la classe politique, qu'elle soit du parti au pouvoir, de la majorité présidentielle ou de l'opposition, de trouver quelqu'un qui n'a pas travaillé sous Blaise ou directement avec Blaise. Donc, je pense que ce débat également, c'est juste à jeter. Donc, oui, et ça concerne le Premier ministre. Le Premier ministre lui-même, en tout cas, que l'opposition, selon l'opposition, en tout cas, c'est un Premier ministre qui est toujours au CDP, qui n'a formellement pas, en tout cas, démissionné de ce parti. Alors, on accuse donc la question d'Edi ne se pose plus s'il est du CDP. Le président d'aller chercher, d'être obligé d'aller chercher dans les camps de l'ancien régime. Vous voulez parler du Premier ministre? Oui. Je pense que la question de la démission de quelqu'un, ce n'est pas forcément aussi par une lettre. Je ne sais pas comment ça se passe. Il y a des conditions pour être membre d'un parti, de n'importe quelle organisation, et des conditions pour le demeurer. Pour le demeurer. Si aujourd'hui vous faites votre adhésion au MPP et que vous disparaissez, peut-être vous n'êtes pas à jour de vos cotisations, vous n'êtes jamais en contact avec les camarades. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas adressé une lettre officielle que, en tout cas du point de vue des textes, qu'on va dire que vous êtes militant. Donc aujourd'hui, c'est peut-être au CDP de sortir nous dire si M. Christophe Dabiré est leur militant, ou bien s'il ne l'est pas, ou bien c'est à Christophe de nous dire s'il est CDP, ou bien si aujourd'hui il n'est plus CDP. Moi, il m'est difficile de répondre à cette question. Par rapport à l'opposition, à la réaction de Edi, je ne sais pas si c'est un piège, comme le dit Yassine, ou bien si c'est juste de la provocation. Sinon, Edi a dit quand même quelque chose qui mérite qu'on l'analyse. Il dit qu'ils n'ont pas été consultés. Comme si, effectivement, ils étaient assis à leur siège, et puis il dit, ah, c'est le moment, on va venir nous appeler et nous allons entrer au gouvernement. Moi, je n'avais pas vu les choses ainsi. Et si c'est le cas, ça veut dire qu'aujourd'hui, cette opposition-là est réellement prête à aller au gouvernement. Et si c'est le cas aussi, souvent, ce n'est pas forcément au pouvoir de faire le pas. Je ne sais pas s'ils ont approché Roch ou bien le MPP pour leur dire, au regard de la situation, nous, on vient vous demander, en tout cas officiellement, humblement, prenez-nous au gouvernement et puis nous allons faire les choses ensemble. Donc, je ne sais pas si cette démarche-là a été faite. Et j'ajoute que si ils entrent au gouvernement et que ça fait un gouvernement d'ouverture, si c'est réellement un gouvernement d'ouverture, ça n'aurait pas pu se passer ainsi. Un gouvernement d'ouverture mérite que peut-être ça soit annoncé à l'avance par le chef de l'État et que tous les Burkinabés soient au courant. Autrement, si c'est dans les coulisses des tractations qu'on voit effectivement des partis politiques qui sont cooptés, qui sont amenés à être au gouvernement, c'est juste une coalition de partis et ça n'engage pas les différentes composantes de la société, ça n'engage pas la nation dans le sens d'une réconciliation, comme on le dit souvent, bien de la cohésion sociale. Si c'est la cohésion sociale, si c'est la réconciliation, que le chef de l'État
s'adresse à la nation officiellement pour dire nous allons faire un gouvernement d'ouverture et là tout le monde est situé. D'accord, oui. Donc, parlant des propos de Dick Kambeko, je pense qu'il faut les situer dans le contexte politique. C'est un homme politique qui parle et ça ne pouvait pas être autrement. Et en même temps également, il faut rappeler aussi que peut-être qu'en disant ainsi, Dick Kambeko désengage l'opposition politique des résultats que viendrait à réaliser le nouveau gouvernement. Une manière de dire qu'on n'est pas partie prenante, on n'a pas donc été associé, donc on n'est pas comptable des résultats de ce gouvernement. Rappelez-vous également que le président du CDP avait dit justement que le président du Faso avait entendu les cris de cœur de l'opposition lorsqu'il était question de la démission du Premier ministre Paul Kaba-Tcheba, parce que ça avait été demandé à un moment donné par l'opposition politique. L'opposition politique aussi, je l'ai dit tantôt, avait demandé à ce qu'il y ait des changements à la tête des départements de la défense et de la sécurité. Donc, une manière également de dire que ces cris de cœur ont été entendus en partie. Donc, grosso modo, ce sont des propos d'acteurs politiques qu'il faut les situer dans leur contexte et puis les garder comme ça. Mais est-ce que le président aurait dû ou pu faire l'ouverture dont on parle? Je ne pense pas, il ne fallait même pas s'attendre à une ouverture. Selon le contexte que l'on avait, il fallait certainement avoir un remaniement qui puisse répondre justement aux aspirations des Burkinabés, qui puisse permettre au MPP, qui est pratiquement en fin de mandat parce qu'il reste moins de 2 ans, d'avoir un bilan pour justement aller à la campagne pour 2020. Parce qu'on imagine mal justement cette ouverture avec l'opposition. Je ne sais pas quel type de bilan on allait avoir en 2020 et je ne sais pas également sur quel angle l'opposition allait en campagne pour 2020 si elle avait participé à l'exécutif pour les 2 années qui restaient. Maintenant, il y a effectivement un débat sur la question du Premier ministre Christophe Dabiré, qui serait du MPP, du CDP ou du MPP, on ne sait pas. Mais pour moi, c'est un faux débat que l'on mène. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui personne ne s'intéresse à l'appartenance ou non au MPP d'un certain Si Chérif, qui est donc dans les arcanes du pouvoir depuis un certain temps. On ne l'a pas vu activement sur le terrain politique. À côté de lui, il y a d'autres ministres comme Alpha Bari, Rémi Dangenou, qui sont tous les trois nos confrères. Vous savez que le journaliste se démarque très souvent de la politique. Là, ça ne fait pas débat, mais quand il s'agit de Christophe Dabiré, parce que c'est tellement... Le débat a lieu d'être. C'est le Premier ministre, c'est le chef de l'exécutif. Même pour moi, et à un moment donné, j'avais effectivement dit que le chef de l'État ne devait pas s'abstenir d'aller chercher les compétences où qu'elles se trouvaient sans tenir compte justement des couleurs politiques. Et je pense bien que c'est ce qu'il a fait. Donc en réalité, Christophe Dabiré certainement choisi pour son expérience et non pour son appartenance à un parti politique ou son degré d'implication au MPP ou au CDP. D'accord, alors on va je pense écouter. que c'est tant mieux parce que s'il était politiquement marqué, les critiques allaient être beaucoup plus acerbes. En ce moment, on a un peu piégé l'opposition qui en réalité devrait être moins critique envers Christophe Dabiré. En tout cas, l'opposition, le CEFOP, lors de son point de presse, a dit qu'il n'avait pas le CEFOP donc de critiques à formuler personnellement voilà, sur la personne de Christophe Dabiré. Pour terminer très rapidement. Contrairement à Boukari Bouba, je pense qu'une démission ne peut pas être orale. Je pense que... Non, pas oral. Je suis désolé. Je suis désolé, c'est un parti politique. S'il n'a pas démissionné du CDP, il faut dire qu'il n'a pas démissionné. Il n'y a pas à dire qu'une démission peut se faire verbalement. Ça, je pense que c'est un faux débat. C'est aussi faux que le débat sur le fait de savoir de quelle couleur politique, évidemment, il est, parce qu'à mon avis, c'est un débat qui aurait dû être mené en amont. Voilà. Quand il est nommé finalement, on cherche à savoir finalement est-ce qu'il est de tel ou il n'est pas de... Moi, je pense qu'il appartient au Premier ministre de clarifier cette position ici et maintenant. Parce que le problème au Burkina Faso aussi, on déplace les problèmes au lieu de les résoudre. Qu'il situe l'opinion pour pouvoir travailler sereinement et qu'il dise évidemment ce qu'il en est et évidemment les conditions dans lesquelles évidemment il a... Je ne sais pas pourquoi le même débat n'a pas été posé sur Paul Kaba-Tcheba qu'on ne connaissait pas. Oui, bien entendu. Très vite, on a décliné son appartenance au MPP. On a dit qu'il a écrit. Oui, au moment où il arrivait, je veux dire. Oui. Mais c'est ça. Lui, très vite, il y avait pas Rappelez-vous également, Tertus Zongo, lorsqu'il a été appelé comme chef de l'État, beaucoup de gens s'étonnaient parce que, comme Premier ministre, pardon, chef du gouvernement, nous sommes dans un contexte post-insurrection. N'oubliez pas que nous sommes dans un contexte post-insurrection. Nous sommes à peu près à 3 à 4 ans après l'insurrection populaire qui a évidemment chassé du pouvoir le CDP. Donc, il ne faut pas aussi évacuer ce débat. Il faut reconnaître aussi aux gens le droit aussi de poser la question clairement, de savoir est-ce que oui ou non, il est toujours de l'ancien parti au pouvoir. Donc, enfin, le CDP, je veux dire. Donc, il ne faut pas aussi, il faut à mon avis affronter les choses de face et puis y apporter les réponses évidemment et qui doivent être apportées. Il ne faut pas évacuer les... C'est ça qui à mon avis après
va plomber l'action du Premier ministre s'il ne démarre pas sur des bases de sérénité qui sont, à mon avis, acceptables, au lieu, évidemment, d'entraîner l'opinion dans une polémique qui est inutile parce qu'il est là pour des résultats et non, évidemment, pour de la polémique. D'accord, ben on espère que très prochainement, cette situation ou position va être clairement définie pour l'opinion nationale. Alors, on va s'arrêter là pour ce débat qui est achevé. Je rappelle très rapidement que nous avons fait une édition spéciale sur la nomination du nouveau gouvernement avec comme invité alors Yacinthe Sanou de Omega FM, Boukari Woba de Mutation, alors Juvenal Sommet de Infowakat.net et Paul Miki Wamba de Waga FM. Merci de votre fidélité. Restez en compagnie de nos programmes.